Par exemple, le plus beau cadeau qu'il m'a fait, c'est un mantra qu'il nous a offert. Et alors, vous allez voir, c'est déprimant de simplicité, hein. Je fais la promesse de ne jamais rendre mon esprit malheureux. Ah, il n'y a rien de plus simple que ça. Mais écrivez-le quelque part, sur une table, d'un endroit où vous le voyez. Et essayez juste de tenir cet engagement-là. Je fais la promesse de ne jamais rendre mon esprit malheureux. Parce qu'en fait, tout ce qui se passe à l'extérieur, ça se passe et on n'a pas de contrôle. La seule chose sur laquelle on a un contrôle, c'est ce que nous, on pense de ce qui se passe à l'extérieur. Ne serions-nous pas tous en quête de bonheur, à la recherche du chemin du bonheur? Ouais, voilà une vraie question que l'on peut se poser avec mon invité d'aujourd'hui, qui est une sorte de globe-trotteuse du bonheur, et vous allez connaître son histoire, son parcours, et c'est très intéressant de la recevoir. Je suis content qu'elle soit là. Elle s'appelle Charlotte Kruse. Bonjour, Charlotte. Bonjour Marc. Merci infiniment d'être là, dans cette vie parisienne. Merci d'ouvrir cet espace dans cette vie parisienne. Et merci donc de vos ouvrages. On va tous les étudier ensemble avec des jolies préfaces de personnalités que l'on connaît hein, dans ce monde du bonheur. Si tant est. Est-ce qu'il existe ce monde du bonheur? Évidemment. La première chose, c'est de croire au fait que ça existe. Sinon, on ne peut pas commencer le chemin. Est-ce que c'est un bonheur intérieur, un bonheur extérieur? Le bonheur durable, c'est un équilibre entre le bonheur intérieur et le bonheur extérieur, mais qui prend sa source à l'intérieur. Prend sa source à l'intérieur, mais qui est impacté par l'extérieur. Qui ne devrait pas, mais qui le sera forcément. Il le fera forcément. L'intérêt, c'est pas de se couper de l'extérieur. C'est de décider combien de temps je vais consacrer à l'extérieur par rapport à mon intérieur et rééquilibrer à ce niveau-là. Vous êtes une sage. J'essaye d'expérimenter des choses qui me font avancer sur ce chemin du bonheur. Magnifique. Et justement, vous allez mettre à profit cette expérimentation pour que le grand public, si je puis dire, en tout ça, tous ceux qui sont dans ce cheminement intérieur, extérieur, essaient de se retrouver, tentent d'être dans cette posture du bonheur. On va voir ça. Il y a cet ouvrage chez nos amis d'Animae qui s'appelle tout simplement le chemin cheminer vers le bonheur et avec Bouddha. Et on va voir comment ce cheminement et ce chemin, vous le décrivez, en tout cas, qui vous a inspiré à l'écrire de cette manière-là, et c'est très intéressant, les clés du bonheur durable à travers les enseignements d'un grand maître de sagesse bouddhiste. Il est fascinant. Le Geshe est fascinant. Il est extraordinaire. On va mettre évidemment son visage. C'est ce monsieur. C'est ce monsieur, et vous allez nous raconter d'abord comment est-ce que vous le rencontrez, vous allez nous raconter aussi votre parcours, vous allez nous raconter aussi ces fameux enseignements qu'il vous préconise, ils sont au nombre de 100, entre autres, et vous allez nous dire aussi ce que cette rencontre a changé dans votre vie, mais alors ça a tout changé, pour le coup, jusqu'à votre vie privée, personnelle. Complètement. Complètement. Bon, et ça, vous acceptez aussi qu'on ouvre une parenthèse aussi là-dessus? Carrément, allons-y. Puisque, évidemment, votre compagnon aujourd'hui et votre mari, je suppose, collaborent avec Sur tous vous. les livres, ouais. Sur tous les livres, et il en est l'illustrateur. On va y revenir dans un instant. Qui êtes-vous, Charlotte? Comment est-ce que vous vous définissez? J'ai dit une globe-trotteuse du spirituel, de l'amour, du bonheur. C'est ça. Aujourd'hui, je ne globe-trotte plus trop, Ouais. parce que j'ai une Parce qu'il fille y a un et petit du coup, on bébé, s'est installé. Mais une expérimentatrice, ouais. Aller chercher les expériences. J'ai toujours été fascinée par ce qu'il y avait plus loin, les ailleurs. J'appelais ça mes ailleurs meilleurs quand j'étais plus jeune. Et du coup, de se confronter à d'autres visions du monde, c'est vraiment ce qui m'a fait grandir. Et quand j'ai commencé à le faire, que j'ai vu l'impact que ça avait eu sur moi, j'ai eu un peu une accumulation d'expériences. Et ensuite, j'ai rencontré Charlie qui dessinait et j'écrivais. Et on s'est dit, c'est quand même le combo parfait pour diffuser ce qui nous nourrit, nous, au plus grand monde. Charlie qui est votre compagnon C'est aujourd'hui. ça, ouais. Et il y a un terme en quechua qui dit Aimiri. Et moi, je me considère comme une Aimiri. Aimiri, c'est celui qui va de tribu en tribu. À chaque fois, il se pose quelques jours, il absorbe le savoir, il donne le savoir qu'il a acquis et il continue son chemin. Un Aimiri, c'est quelqu'un qui fait circuler les savoirs. Et c'est vraiment ma mission et ce que j'essaie d'incarner au quotidien et c'est ce qui me rend heureuse. Quand on voit votre parcours, quand on voit le côté globe-trotteur et les endroits où vous êtes allé, ces journées, vous avez appris ces enseignements, on aurait pu imaginer que vous resteriez dans ces endroits? J'ai fait beaucoup d'allers-retours, mais c'est là où on se rend compte qu'ici en France on est bien? C'est mon challenge de rester dans un pays. Ça a été mon challenge d'arrêter de changer de vie, de pays, de parcours tous les 6 mois et de venir chercher cet état de béatitude et de bonheur dans la stabilité. Et du coup, j'ai trouvé dans les Cévennes, fin fond du parc national des Cévennes, ma voie du bonheur.
Ah ben, il y a pas mieux. Il n'y a pas mieux, évidemment. Il y a Mais pas c'est mieux. vrai que tous ceux qui ont ce côté, nature globe-trotter finissent à un moment donné, même s'il y a des enseignements et des choses extraordinaires à voir aux 4 coins du globe, comme on dit, finissent toujours par revenir en se disant: «On est quand même pas mal là où on est». Ouais, mais on est bien partout. Mais non, après nous, on est revenus parce que comme j'ai eu mon enfant, on voulait partager ça avec les familles Bien et sûr. après c'était, Mmh. se poser parce que pour pouvoir créer les livres, une fois qu'on a absorbé le savoir, il faut de la sédentarité parce qu'on est plein pour faire Mmh. un livre tout seul et donc d'avoir, bah, ce réseau d'acteurs qu'on a construit, c'est facile pour aujourd'hui retranscrire. Mais là, et cet hiver, on est reparti et ça recommence à nous, on appelle ça en anglais itchy feet, à nous chatouiller les pieds là de retourner voyager. Le but, c'est de trouver un équilibre, dans notre idéal 6 mois, 6 mois. Alors on va voir l'Irlande, l'Inde, le Pérou. Et alors ce qui est fou, c'est qu'en un mot, vous êtes française, vous rencontrez votre compagnon, en Inde et bébé né au Pérou. Bébé né en France, mais bébé Ah, fait au Pérou. mais bébé fait au Pérou, conçu au Pérou, effectivement. Non, mais c'est Ça. ça qui est c'est assez extraordinaire. Ah ben l'histoire est, on en ferait des livres de Ah, cette sans histoire. blague! L'histoire est belle. Ouais. L'histoire derrière les histoires est belle. Alors sur votre parcours, pour qu'on fasse connaissance avec vous, Charlotte, pour ceux qui ne vous connaissent pas, avant de rentrer dans le cœur de ce chemin vers le bonheur au travers de Bouddha et de cette rencontre incroyable avec, Mmh. j'ose jamais dire son nom parce que j'ai peur à chaque fois de l'écorcher. On dit bien Geshe Lakdor, c'est Merveilleux. ça? Ouais, Voilà, Geshe Lakdor, on va voir, hein, ce personnage qui est extraordinaire, avec lequel vous avez, travaillé en anglais, ouais, avec une première parution en anglais de cet ouais, ouvrage et une traduction en français, ouais. aujourd'hui chez Animae. Heu, Sciences Po, Le début, vous venez de là? ouais. Bordeaux. Qu'est-ce qui a vrillé dans votre vie pour ne pas être resté dans les carcans, on va dire, d'une voie qui était visiblement toute tracée? Moi, j'ai fait Sciences Po parce que je voulais être journaliste et écrire les discours des hommes politiques Ils en auraient bien et besoin, hein. ouais, du coup, j'ai appris, j'ai accumulé le savoir, parce qu'il y a beaucoup de savoir quand même à apprendre à Sciences Po et puis plus j'avançais dans les années, plus je me rendais compte que le système, si je voulais rentrer dedans, c'était pour, le changer Mmh. et que j'étais pas assez forte pour le faire, toute seule. Mais bon, j'ai cheminé mon idée et après j'ai été plus loin, j'ai travaillé à la télé, à Paris, j'ai vécu, 2 ans et demi quand même dans la capitale et un jour il y a eu un burn-out. J'ai pris ma retraite à 24 ans et c'est venu d'un quelque chose de tout bête, c'était le bip bip du réveil. Il y a un matin, je me suis réveillée avec le bip bip et C'est je me plus suis dit: possible. «Plus jamais je me ferai réveiller par une machine qui faisait bip bip» et je sentais que je mettais mon effort dans quelque chose auquel j'étais pas d'accord sur la finalité parce que je travaillais dans la gestion des espaces publicitaires. Et bah, voilà, je sais pas ce qui s'est passé ce dimanche matin où j'ai décidé de tout claquer, copain, métier, appart, prendre un sac à dos, partir en Irlande. Pourquoi l'Irlande? Parce que ma meilleure amie, Ouais, tout bêtement. était là-bas, j'ai passé une semaine de vacances, c'était très beau, c'était pas très loin, ça Mmh. inquiétait pas tant mes parents. Mmh. On parlait l'anglais, donc je pouvais leur dire que c'était pour aller apprendre l'anglais et voilà, à partir du moment où c'est ce qu'on explique dans le livre, en fait, le plus dur, c'est le premier pas. Une Ouais. fois qu'il est fait, la vie, elle déroule son tapis. Oui, sauf que là, vous partez parce que vous partez pour quelques jours. Vous Ah vous non, dites: non, «Non, j'étais non». partie, avec un Ah, c'était vraiment: «Je pars définitivement». Ah, ah oui, je oui, pensais oui. que c'était: «Je vais respirer pendant Ah quelques non, non, semaines» j'avais et pas puis, de billet de ah retour. oui, Je d'accord. suis partie avec un sac à dos et j'ai dit à ma famille, et mes collègues, Au revoir. «Au revoir, je vais élever des moutons, vendre des bières, trouver un truc à faire, qui fait sens, quoi». Et vous restez 6 ans 6 ans. en Irlande. Qu'est-ce que vous allez faire là-bas? Du tourisme? Non, bah, j'ai cherché du travail, il y en avait pas parce que c'était la crise économique. Du coup, j'ai commencé moi, mon rêve ultime, c'était de vivre de mes mots. Donc j'ai commencé à devenir rédactrice, freelance pour des sites internet et des petits magazines Mmh. et puis de fil en aiguille, on m'a mis un micro et on m'a dit, enfin, j'ai trouvé ce métier de guide touristique. Tu sais, la dame au micro dans les bus avec, les Ah oui. 50 personnes Sur derrière. votre droite, C'est vous ça, pouvez voir sur votre j'adore. gauche. J'ai fait ça pendant 5 ans, je me suis mais régalée. C'est vrai? Bah, du coup, ça reste de la transmission de savoir, en fait et en plus, les gens sont obligés de m'écouter parce qu'ils sont coincés dans le bus. Donc c'était vraiment génial pour faire passer mes idées et Ouais, puis l'Irlande est un pays merveilleux, les Irlandais il sont une paraît, terre d'accueil et il paraît. j'avais pas du tout de notion spirituelle à cette époque-là, hein, le bonheur, mais je l'ai expérimenté sans mettre de théorie dessus. Mais il y a quand même la conscience de se dire que la vie que vous aviez ne pouvait plus durer ainsi. Ouais, ça va même plus loin, je m'étais dit: «Je peux continuer à avoir cette vie et à satisfaire tout le monde autour de moi», donc les attentes, des parents, des professeurs, des patrons, mais je vais serrer les dents et ce dimanche-là, avec ce réveil, il y a un truc qui m'a dit: «Mais en fait, Bon, ceci dit, on n'est pas là pour serrer les dents, quoi». quelle idée de mettre un réveil un dimanche matin, hein. Ouais, je devais travailler ce jour-là. Ah d'accord, OK, bon, très On est bien. d'accord, quelle idée de travailler un Non mais dimanche matin. déjà, mais bien sûr, mais bien sûr. Bon.
Ce périple en Irlande va durer donc 6 ans. Mais alors, votre désir d'écrire, vous allez quand même le concrétiser là-bas en Irlande, Je vais le concrétiser, non, en Inde, mais je vais écrire sur l'Irlande en premier. en 2018. C'est ça. Mmh. Parce que du coup, bah, après l'Irlande, au bout de 5-6 ans, je me suis remis dans les mêmes schémas et je me suis redit: «Bon, bah, soit on reste là et c'est OK, soit on essaye, d'aller Autre voir chose. autre chose». Alors l'Inde, il y a tout de suite évidemment une dimension, une connotation très spirituelle quand on parle de Ouais. l'Inde. Est-ce qu'il y a déjà une conscience, une ouverture d'esprit par rapport à ces dimensions-là? Et pourquoi avoir choisi Elle est l'Inde? timide et cette ouverture d'esprit, elle est cachée derrière quelque chose. Moi, j'ai toujours été fascinée par le Dalaï Lama. Je ne sais pas pourquoi. Mmh. Donc j'écoutais ses messages, mais je comprenais pas. Et je m'étais dit dans mes rêves d'enfant, parce que quand j'étais en Irlande, je faisais la liste tous les 5 ans de mes rêves. Et donc, il y avait ce rencontrer le Dalaï Lama qui persistait sur mes rêves. C'est le fameux vision board, ça. C'est ça. Mmh. Mais c'est quelque chose que j'encourage tout le monde à faire, c'est génial et on le renouvelle régulièrement. Et un jour, bah, je sais pas, je traîne sur internet et je vois une offre, une annonce pour travailler dans une agence de voyage, spirituel et chamanique à Dharamsala, là où vit le Dalaï Lama. Et moi, je m'étais promise jamais aller en Inde et j'avais même pas j'étais aveuglée, j'ai même pas su que Dharamsala était en Inde, en fait. C'est Mais quand j'ai pris pourquoi mes billets d'avion que j'ai compris que je passais par New Delhi et qu'en fait, j'allais pas au Tibet, mais en Inde. et pourquoi promis de ne jamais aller en Inde? Ça me faisait peur. Mon père y avait été, il m'avait raconté des récits, des hippies sur la route des hippies et du hippie trail là dans ça faisait peur, la pauvreté, se confronter aux difficultés de leur vie, Ouais, je me pensais pas capable et donc je voulais pas y aller. mais vous y êtes. Ah ben j'y suis allée, ouais. Et alors qu'est-ce qui se passe là-bas? Bah, je débarque à New Delhi, on prend un bus de 12 heures, je suis toute seule, évidemment, c'est, Avec le déjà sac à dans le dos grand encore? bain, ouais. Mmh. Donc ben, les premières minutes sont très intenses, hein. On prend le taxi, on se demande est-ce qu'il va nous vendre nos organes, est-ce qu'il va nous amener là où on a besoin? Enfin, je passe par des états, terribles et puis en partant, moi, j'avais les gens m'ont dit: «Attention, tu devrais pas le faire». Enfin, je suis pas partie avec Ouais. un soutien et puis arrivée là-haut dans les montagnes de Dharamsala, tout s'est ouvert, en fait, ça a été d'une fluidité. Il y avait déjà quelques Français, qui étaient là pour, travailler pour l'agence. On vivait dans une grande maison, on était entre 5 et 15, c'était juste la recherche de la liberté et on a eu la chance de se retrouver avec une poignée, on va dire 5, heu, tous dans une espèce de quête de mieux, Mmh. à peu près au même niveau de développement spirituel, donc avec des débats qui nous ont emmenés et comme il y avait pas d'internet et très peu d'électricité dans la maison où on était, en fait, quand on finissait le travail de 17 heures jusqu'à 1, 2, 3 heures du matin, on n'avait que La la discussion. création et les discussions et Oui. la musique Mmh. et on a fait ça pendant 6 mois et c'est ça, ça a vraiment mais tout le monde devrait essayer d'avoir, sur une distance de plusieurs mois, 5 heures par jour dédiées à la création, à l'ennui. Qu'est-ce qu'on fait? Donc il y en a qui dessinaient, il y en a qui faisaient de la musique, moi j'écrivais, on faisait c'était juste extraordinaire et là de se recentrer sur soi et dire: «De quoi j'ai envie? Qu'est-ce qui me fait vibrer?» et de le sentir dans son corps plutôt que dans un débat théorique, c'était un merveilleux cadeau. Et nous qui sommes dans cette civilisation, surexcitée et parfois complètement schizophrène, on a du mal à se projeter là-dessus et c'est même d'ailleurs c'est vertigineux parce qu'on se dit, c'est roots quand même Ah, c'était roots. Il comme faisait très changement de vie. froid, bah, oui, Ah oui. oui, Mmh. mais en fait, c'est dans cette inaction et ce silence et ce rien à faire qu'a pu naître nos vocations et aujourd'hui, tous ceux avec qui j'ai partagé, ils ont tous un destin extraordinaire. Il y en a une, elle a fait, Avignon-Dharamsala en vélo avec son amie sur 9 mois. L'autre, elle est DJ, elle a suivi ses rêves. Charlie, il fait les dessins. Enfin, on a tous eu une destinée où ça nous a nourris à un point Mmh. où on a pu dire: «OK, c'est ça le cap. Ce qui me fait du bien, c'est ça». Il faut pas lâcher après. C'est-à-dire C'est que la discipline. c'est un vrai voyage intérieur pour le coup, Ah bah oui. Et heu, tout ça entrecoupé de rencontres avec des chamans, des évidemment. sages, puisqu'on travaillait pour une agence qui proposait ça pour des groupes de Français, ouais. Et donc le rêve avec cette vision, ce fameux vision board qui était de rencontrer soit le Dalai Lama himself ou éventuellement, son entourage, vous le concrétisez? Je l'ai vu, le Dalaï Lama en enseignement général, mais du coup, je termine mon livre, sur la non-rencontre avec le Dalaï Lama. Donc non, j'ai pas eu mon entretien individuel avec lui, Mmh. mais j'ai rencontré son message, vraiment et c'était ça le cadeau. Quel rapport vous avez avec, justement le Bouddha, le bouddhisme? Qu'est-ce que vous saviez avant même d'être dans cette dimension-là? Avant d'y aller, pas grand-chose. Maintenant, un peu plus, mais moi, je suis pas bouddhiste, j'ai pas pris refuge. C'est pas une pratique que j'ai au quotidien, c'est-à-dire que je vais pas méditer pendant des heures chez moi. Mais j'ai réussi à absorber ce que disait le Geshe. Il dit: «Si vous revenez chez vous avec 5 de ce que vous avez pu vivre, expérimenter, comprendre ici et que vous arrivez avec discipline à l'entretenir, ça suffit». Et donc ces 5 là, c'est juste en fait de ne faire qu'une chose à la fois, cultiver le silence, arrêter de courir. Et c'est une discipline, hein, parce que la vie, elle nous remet forcément des étapes et à plein de moments, on retombe dedans. Et en fait, c'est une gymnastique mentale. On a Mmh. pu rééduquer, c'est pas un bon mot, mais en tout cas, c'est quand même ce qui s'est passé, notre esprit. On a appris
à connaître nos mécanismes de pensée. Et une fois qu'on a ça, c'est l'élément clé. Donc dans le bouddhisme, ils appellent ça lutter contre l'ignorance, lever le voile de l'ignorance sur soi-même. Et une fois qu'on a capté comment on fonctionne, en fait, c'est juste de notre responsabilité de le mettre à escient pour avancer vers notre bonheur. Mais alors, comment est-ce que vous le mettez concrètement en application? Parce que c'est ça que les gens vont vouloir, Mais oui, connaître, dans une vie, européenne et très ciblée française, évidemment, puisque vous vivez en France, oui, aujourd'hui. oui, avec Comment mettre un en application ça? Est-ce que vous êtes en lutte avec vous-même parfois? ouais, et oui, oui, oui. L'idée, en fait, c'est de entre le moment où on fait une action, où on dit une parole, où on prend une décision, et le moment où l'émotion en nous qui est montée, qui nous a amenés à faire cette action, il faut réussir à le réduire si on part sur des actions négatives. Donc moi, comment est-ce que j'essaie d'amener ça? J'essaie d'être le moins en colère possible, d'être le plus apaisé, parce que c'est comme ça qu'on prend les bonnes décisions et que ça avance dans le bonheur. Et quand vous êtes face à la colère, quand vous êtes face à l'injustice, quand vous êtes face à une situation qui, bah, d'un seul coup, vous fait Ouais. remonter cette sensation? Et si je suis pas submergée par la vague, je prends de la distance physique ce avec la personne, la situation et je vais me poser dans un coin, alors pas forcément en méditant, mais laisser passer, la vague et si je suis submergée, bah, j'éclate comme les gens, la Ah plupart des bon, gens ça va alors, ça va. C'est et après déculpabilisant ah mais pour non, nous, mais hein, parce bien que sûr, mais parce qu'on se dit: «Ça y est, ah mais moi j'ai une enfant Charlotte, de elle est en 4 ans, hein. Non, non, lévitation», non, non, avec une enfant de 4 ans, c'est ça. j'éclate par moments, Oui, mais c'est bien. l'essentiel, c'est une fois Ouais, qu'on a éclaté, c'est de reconnaître ce qui s'est passé ouais. et donc par exemple, quand c'est avec ma fille, je vais m'excuser. Quand c'est avec mon homme, on fait des cercles de parole avec un bâton de parole après la crise pour dénouer. Quand c'est dans l'environnement professionnel, je rappelle les gens en disant: «Voilà, il s'est passé ça, on a eu un désaccord». C'est pas grave d'exploser, on peut pas tous être, Bouddha ou le Dalaï Lama et même le Dalaï Lama explose. Le Geshe nous disait: «Le Dalaï Lama n'a pas d'enfant». Donc quand on est en plus parents, c'est des challenges en plus. C'est pas grave, ça arrive. Ce qu'il faut, c'est s'en rendre compte et s'excuser, enfin faire la démarche inverse pour apprendre à notre esprit et nos mécanismes de pensée: «OK, quand il y a ça qui se passe, on a fait la mauvaise décision», puisque la colère, c'est une force aveugle. Donc quand on explose, on cible en plus rarement la bonne personne. Mais d'apprendre à son corps, c'est OK, on l'a fait. Mais la fois d'après, peut-être qu'on pourra déceler. Moi, je sais que l'injustice me déclenche ma colère. Donc j'essaie de me mettre dans des situations où je suis de moins en moins face à l'injustice. Mmh. La surstimulation déclenche de l'angoisse. Donc par exemple, ici à Paris, j'ai un casque sur mes oreilles avec de la musique. J'essaie de pas regarder ce que ça brille de partout, les publicités, les machins, les trucs. Et j'essaie de pas me mettre dans des situations comme ça. Demain, c'est la fête de la musique, je sais que je vais pas y aller parce qu'il y a le monde, les surstimulations, c'est pas pour moi. Donc c'est s'écouter au quotidien et quand on s'écoute pas et que ça déborde, c'est juste s'excuser envers les gens qu'on a arrosés de notre colère et envers nous-mêmes. De se faire une session, de se dire: «OK, bon là, on a un peu déconné, c'est OK». Le cercle de parole que vous faites avec votre compagnon, Charlie, Ça, c'est merveilleux. alors ça, il faut nous raconter. Ah mais ça change des vies Donc ça. alors, on visualise, prise de bec, C'est ça. c'est-à-dire que voilà, il y a une bonne engueulade. Ce qui nous arrive rarement, nous, mais Bon, bon voilà, désaccord désaccord, ou grosse désaccord engueulade dans ou d'autres grosse circonstances. engueulade, OK, très bien. Qu'est-ce qui se passe? Qui déclenche le cercle de parole? Bah, le cercle de parole, n'importe qui peut le demander à n'importe comment. C'est-à-dire que ça s'applique à ma fille, donc ma fille peut aussi, elle de ses audios de ses 4 ans, demander un cercle de parole. OK, Et une fois que ça se fait, on prend les acteurs, donc soit moi et lui, soit moi, ma fille et lui, enfin ouais. ou dans un cadre professionnel aussi et on a un bâton, un objet. Ça, c'est péruvien comme technique et c'est merveilleux. On a un objet et la personne qui a l'objet parle et personne n'a le droit de la couper tant qu'on n'a pas posé l'objet. Et quand on a fini de parler, on donne le bâton à l'autre personne qui parle et on n'a pas le droit de parler Pourquoi tant on fait qu'elle pas a pas ça dans fini les de débats s'exprimer. politiques, en Pourquoi on fait pas France? ça dans les écoles? Pourquoi on fait pas ça dans toutes les familles? Parce qu'à quel moment dans nos sociétés, on a la capacité de parler sans être interrompu? C'est vrai. 5, 10, 15, s'il y a une crise de larmes, on laisse passer la crise de larmes, c'est OK, on attend. Jamais ça nous arrive et quand on fait ça, on se rend compte qu'on parle sa vérité jusqu'au bout et que tout se désactive, en fait. Il y a un temps de parole? Non, Ouais, ça c'est-à-dire que s'harmonise tout seul. oui, mais ça veut dire oui, c'est-à-dire que celui qui a le bâton, il peut faire un monologue pendant 2 heures. Ouais, Oui. bon, ça arrive pas, hein, en Non, mais bien général, sûr, non, mais mais bien oui, sûr, bien sûr et on n'est pas obligé de parler non plus. Ma fille, elle parle pas dans les cercles de parole, bien mais elle sûr. écoute. Et du coup, à la fin, il y a même pas une résolution. On dit: «Bon, ben, on fait ça, ça et ça». Est-ce que tout le monde a fini de se déposer, de s'exprimer? Est-ce que chacun a répondu? Oui. On ferme le cercle et on reprend nos activités. C'est Généralement, on génial. fait un gros câlin. Ah, mais ça désarme tout et nous, on l'utilise dans nos sphères professionnelles aussi, ça désarme tout. C'est génial. Dans les AG d'associations et cetera, mais intégrons le cercle de parole. Laissons les gens parler jusqu'au bout
du bout, de vider tout ce qu'ils ont à dire. Alors, cercle de parole, certains pourraient dire effectivement, bah, c'est une réunion comme une autre, sauf que là, il y a le bâton. Ouais, c'est symbolique. Et ça, le symbole du bâton, il est puissant. Et oui. Parce que moi, je le fais, par exemple, je l'ai intégré dans ma famille avec mes parents et mes frères, enfin mon frère. Et on l'a fait 1 ou 2 fois. Alors du coup, bah, il y a toujours des: «Ah non, tu pas le bâton, on peut pas parler». Prends des notes et reprends derrière. Excellent. Et c'est génial. Et on a même avec ma famille, avec mes parents, on a résolu des situations compliquées, grâce à ça. Excellent. Et c'est très simple, hein, il y a besoin de rien, c'est gratuit, vous prenez n'importe quoi, ça peut être un tire-bouchon, voilà, dans ma famille, c'est un tire-bouchon, le bâton de parole et vous abordez le sujet, épineux. C'est Donc, il y en a un qui déclenche le truc. Allez, cercle de parole. bah, j'ai besoin d'un cercle de parole. J'ai Quand est-ce besoin que d'un c'est que cercle c'est de un bon parole. moment? Parce que c'est pas toujours sur l'immédiat. Ouais, bien sûr, bien sûr. Mmh. À bon entendeur, hein, nos amis, politiques, en ce moment, ça c'est hein, je pense que ça serait évidemment une très bonne chose. Alors revenons sur votre parcours, il y a eu l'Irlande, on l'a dit, ensuite il y a l'Inde et vous allez, rencontrer bien sûr Le guichet. le guichet. Comment se fait la rencontre? Bah, c'est l'agence de voyage qui m'avait demandé, donc moi, une partie de mon travail, c'était d'aller voir les rituels, chamaniques et les enseignements et puis d'écrire des articles pour mettre sur les programmes et nourrir le site. Et donc j'ai fait un premier enseignement de 1 heure avec, cet homme-là et 1 mois après, il faisait 5 jours sur, le bonheur durable, qui est pas le même bonheur que le bonheur fugace et la pleine conscience. Donc on y a été avec, toute notre équipe, d'amis. Mmh. Et au bout du 4e jour, j'ai écrit une lettre au guichet parce que c'était tellement en train de percuter son message. C'est des choses très simples. Le livre est c'est super simple. Absolument et en fait, c'est des petits chapitres, C'est sans réflexion. sans réflexion, exactement. Mais du coup, c'est tellement abordable que son discours m'a percuté et je me suis dit: «C'est en train de changer ma vie». Ça a le alors j'étais un peu exaltée, hein, ça a le potentiel de changer l'humanité. Il faut mettre cet enseignement dans les mains de tout le monde. Donc je vais écrire un livre. Mais j'avais quand même ma position un peu d'humilité en disant: «Je suis pas sûre d'avoir tout compris». Et encore aujourd'hui, hein, je suis pas sûre d'avoir tout compris. Donc je lui ai écrit une lettre en disant: «Voilà, monsieur Guéchet-Lacdor, je vais écrire un livre sur, votre enseignement. Est-ce que vous acceptez de partager, l'expérience avec moi pour vérifier que le message, à travers mon prisme d'européenne, de voyageuse, de tous les filtres que je peux avoir, Mmh. soit pas dénaturé et que je puisse avoir le même impact sur les lecteurs que l'impact que vous avez eu sur nous?» Et donc il m'a dit: «Bien sûr». Et à l'époque, c'était pas la première version en anglais, c'est pas Charlie qui l'a fait, c'était Anaïs Bénet, qui était une amie à nous, Mmh. qui elle, pendant tous les 5 jours d'enseignement, prenait des notes en mode, mais sous forme de dessin. Et donc il nous a dit: «Par contre, je m'en vais, donc il faut que je vois si ça marche dans 3 jours». Et donc pendant 3 jours, on a monté la version anglaise de ce livre-là. Il l'a lu pendant son voyage et quand il est revenu, il a accepté de nous accompagner. Donc c'était 6 mois de rencontres, d'échanges de mails, Magnifique. d'aller le voir parce que c'est le directeur de la librairie et des archives tibétaines, donc d'aller le voir dans son bureau et de travailler, c'était juste Oui, c'est merveilleux. là où vous rentrez dans cet espace incroyable où il y a ces fameux rouleaux et toutes C'est ces ouais, ça. ouais. C'était une chance inouïe et puis de pouvoir œuvrer pour le gouvernement tibétain en exil, comme on l'a fait pour les livres. Enfin, au-delà du savoir, du bonheur que ça fait à ces peuples-là de voir que leurs savoirs sont pas oubliés, la puissance et l'impact que ça peut avoir sur des gens, mais même comme nous, hein, même, vous qui vivez à Paris et c'est d'une simplicité. Mmh. Par exemple, le plus beau cadeau qu'il m'a fait, c'est un mantra qu'il nous a offert et alors vous allez voir, c'est déprimant de simplicité, hein. Je fais la promesse de ne jamais rendre mon esprit malheureux. Ah, il y a rien de plus simple que ça. Mais écrivez-le quelque part, sur une table d'un endroit où vous le voyez et essayez juste de tenir cet engagement-là. Je fais la promesse de ne jamais rendre mon esprit malheureux parce qu'en fait, tout ce qui se passe à l'extérieur, ça se passe et on n'a pas de contrôle. La seule chose sur laquelle on a un contrôle, c'est ce que nous, on pense de ce qui se passe à l'extérieur. Et les 3/4, allez 90% de la souffrance, on se la crée toute seule. Parce qu'on ne tient pas cette promesse de rendre notre esprit malheureux. Mmh. Et voilà, et on ressasse, et voilà, Mmh. voilà, 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 voilà. Qu'est-ce que la définition du bonheur durable? Comme ce monsieur l'entend. Ouais. Alors ça se rapproche presque de la notion bouddhiste d'équanimité. C'est ne pas s'engager dans les hauts et les bas de la vie. Ça, c'est l'équanimité. C'est rester comme une ligne sur une courbe stable alors que le monde s'agite. Donc ni dans les émotions positives, ni dans les émotions négatives, ce qui est un peu difficile. Mmh. Le bonheur durable, c'est un bonheur qui n'est pas spectaculaire, qui n'est pas fait d'une succession de petites joies intenses, qui ça nous mène juste à l'épuisement. Ok. C'est un bonheur qui est diffus, qui est là et en fait qui vous fait dire qu'à chaque instant, tout est parfait et qu'à chaque instant, vous êtes au meilleur moment, au meilleur endroit où vous pourriez être sur cette terre et dans les autres dimensions. C'est ça. Et il y a rien de spectaculaire. Je veux dire, la seule et c'est ce qu'il explique et une fois qu'on a traversé l'océan de la souffrance pour atteindre la rive du bonheur, qu'est-ce qui se passe? On va pas briller dans le noir, il se passe,
La seule chose qui se passe de vraiment concret, c'est qu'on va baisser nos factures. On gagne de l'argent à être heureux. Et ça, c'est quelque chose qui, dans nos sociétés, peut Waouh! vraiment venir toucher un levier qui est intéressant. L'autre effet concret, c'est qu'on va arrêter de se faire du mal et on va arrêter de faire du mal aux autres, mais de manière naturelle. Et c'est génial, parce que quand on se regarde dans le miroir et qu'on regarde dans le rétro de notre vie, on se dit, bon, bah, j'ai peut-être pas fait grand-chose, mais j'ai pas fait de mal. Mmh. Et ça, c'est déjà un sacré accomplissement. Et en plus, j'économise des sous pour repartir voyager. En plus. Fantastique. En tout cas, on vous sent quand même assez, on vous sent assez apaisé. Bah, je veux bien, moi. J'ai pas non, mais j'ai pas on se connaissait pas avant, évidemment, je vous découvre, aujourd'hui, mais on a quand même le sentiment que, tout ça résonne chez vous, quoi, et que ça a dû sans doute, considérablement vous transformer. Ouais. Et j'imagine que Ben, votre famille a dû vous voir considérablement changer aussi. ouais. Ouais, beh, ce qu'il disait le Guéché, moi, c'est pour ça que j'ai autant adhéré à son enseignement. Quand la première fois, le premier jour, quand il s'est assis, il a dit: «Ne croyez pas tout ce que je vais vous dire». Ouais. Alors déjà, moi, je trouve qu'un enseignant qui se met dans cette posture-là, ça calme un peu, l'idée du gourou, de la manipulation, tout ce qu'on pourrait avoir derrière. Et ensuite, il termine sa phrase en disant: «Ne croyez pas ce que je vais vous dire, mais allez expérimenter et Mmh. voyez ce qui résonne en nous». Et du coup, on a eu la chance, sur un timing de vie extraordinaire, d'avoir les enseignements et les 6 mois en Inde, où du coup, on avait l'expérimentation en même temps que ce qu'il disait, et on se rendait compte que ça faisait, je dis «on» parce que je parle pour le groupe, mais pour moi, je me suis rendu compte que ça fait sens. Et une fois qu'on l'a trouvé, ce bonheur durable, une fois qu'on l'a expérimenté, ben, en fait, on remonte, on sait ce qu'il y a à voir, et donc du coup, on s'accroche à ça et on remonte pour pouvoir, maintenir cet état-là. Bon, évidemment, il y a des crises et des bas, comme on disait tout à Bien l'heure, sûr, bien sûr. mais sur la lignée finale, oui, je suis quelqu'un de très heureux, très épanoui et tout va très bien. C'est un petit livre, qui permet aussi on peut le lire à n'importe quel moment, n'importe où et le prendre d'un bout à l'autre, Ouais, comme on veut. bah, soit on se fait les 5 jours en progression et donc on va de plus en plus profond, dans les enseignements, soit on l'utilise comme un oracle. Donc c'est-à-dire que nous, c'est ce qu'on fait en ce moment, le matin, on ouvre une page, hop, page 23, c'est quoi le Mmh. défi? Par exemple, ne pas laisser son esprit volatile. Bon, bah, aujourd'hui, je vais je vais me concentrer sur cette phrase-là, en fait, sur cette pratique-là. Et puis chaque jour, on ouvre quelque chose de différent. Sinon, vous pouvez le laisser sur la table de chevet et puis lire, un par un de temps en temps. C'est Alors un c'est peu un doudou, en fait, c'est un Oui, c'est ça. rappel. C'est très bizarre parce que depuis tout à l'heure, je me dis: «Tiens, vas-y, choisis un peu au hasard», je tombe toujours sur la même page. Ça, c'est ah, Il y a sur la que même page? Oui, sur la même C'est page, laquelle? 24. La Je question est: que nous arrive-t-il lorsque nous serons ah. libérés de nos émotions négatives? Y a-t-il un message? Nous n'allons pas nous envoler, nous ne devrions pas, être clairvoyants et notre troisième œil ne s'ouvrira pas instantanément. Nous allons simplement pouvoir transformer notre mental. Cela paraît simple, réussir à faire quelque chose qui, d'ordinaire, est difficile à réaliser. Ouais, et avoir plus de sous. Alors j'y tiens parce qu'il l'a écrit, je pense, dans les pages d'après. Mais en fait, si on est dans un contrôle de ce qui nous rend vraiment heureux, on va se rendre compte qu'on passe notre vie à courir après des objectifs qui ne sont pas les nôtres. On est dans une société qui crée des besoins dont on n'a pas besoin. Et nous, être vivants, mais alors ça, c'est pareil pour les animaux, et on est complètement obsédés. Par exemple, vous voyez, les papillons, ils donnaient cet exemple. Le papillon qui vient se cramer sur la bougie. Pourquoi? Et de génération en génération, les papillons, ils se crament sur les bougies. Et les poissons, de génération en génération, ils mordent aux hameçons. Donc on a cette espèce d'obsession envers le goût, la forme, nos 5 sens, comme les animaux l'ont. Sauf que dans le règne animal, il y a personne qui vient utiliser leur faiblesse pour accentuer ses comportements. Alors que dans le royaume humain, nous, il y a tout un tas de sociétés publicitaires, politiciens, médias, un gros bloc là, qui a bien compris, qui sont d'ailleurs ceux qui savent exactement comment on fonctionne dans notre tête et qui viennent utiliser nos failles pour soit nous faire acheter des choses, soit nous vendre, enfin, soit vendre nos espaces de cerveau disponibles. Mmh. Et en fait, donc, soit on achète des produits, soit on est le produit. Et on se retrouve coincé dans cette surstimulation qui nous met des désirs, des influenceurs, enfin, tout ce qu'on peut. Je veux ça, je veux ça. Et donc, on va passer notre vie à courir en disant: «Mon bonheur réside dans la prochaine voiture. Mon bonheur réside dans le fait de changer de compagnon parce que lui, il me plaît plus. Mon bonheur réside dans un autre pays». Et en fait, on court comme ça toute notre vie. Et une fois qu'on l'a, qu'est-ce qui se passe quand on a acheté la voiture? Bah, au bout d'un mois, «Ah bah, en fait, je veux la nouvelle maison». Et qu'est-ce qui se passe quand on a la maison? «Ah non, mais là, du coup, c'est la femme qui va plus, hein, clairement, on change de femme». Et ainsi de suite. Et en fait, ça, c'est l'opposé du bonheur durable, parce qu'on voit bien que ça ne marche pas. En plus, on connaît Mmh. tous des gens qui ont tout et qui sont pas heureux. Et en Inde, moi, j'ai rencontré des gens qui n'ont rien et qui sont très heureux. C'est exactement ce qu'on nous a Donc dit à ça chaque fois. ne Tous c'est ceux ça. qui les ont rencontrés ont dit ça. Ils ont mais même à Bali, enfin, même pas, mais même en France, je veux dire, moi, dans les Cévennes, c'est une région où les gens ne sont pas extrêmement riches et tout le monde est très heureux quand même.
Mais parce qu'il y a un truc où il y a un pas de côté qui est fait et de dire: «OK, le message là, la surstimulation, elle arrive, mais je vais essayer de pas la suivre» et comme moi, je suis très faible par rapport à ça, c'est pour ça que je vis sans télé, que dès que je suis dans des rues avec des panneaux publicitaires, mon parce que ça marche très bien sur moi, je suis la meilleure cliente pour eux, même si j'ai fait ce travail-là. Donc tant que j'arrive pas encore à tout à fait contrôler mes réactions, bah, je préfère couper en fait et pas m'exposer. Et c'est parce que vous avez fait ce travail-là que Ah vous bah, vous oui. rendez compte aujourd'hui de l'impact, Oui. que ça a dans notre Et c'est société, parce que j'ai expérimenté qu'en Inde, où on n'avait rien à part des saroles-trouées et une guitare et qu'on s'est vraiment fait des expériences, où je le raconte dans l'autre livre, La Lime, là, on s'est même donné le défi de dormir dans la rue à Delhi sur des bancs pour voir ce que ça faisait. Donc on a dormi dans la rue. Quand je racontais ça à mes parents, vous imaginez bien que bien sûr. mais dans ce dépouillement ultime, on n'a jamais été aussi heureux. Et aujourd'hui, je cherche donc forcément, j'ai plus de matériel, j'ai une maison, enfin j'ai ma fille et cetera, mais à retrouver cette espèce d'état, qui est là, qu'on a capturé un peu, qui est avec nous, mais de se dire: «Ça ne dépend en aucun cas, mon futur pantalon, nous on n'achète pas de vêtements propres, de vêtements propres, si, on n'achète pas de vêtements neufs. Mmh. On n'achète rien de neuf, en fait et du coup, bah, on fait énormément d'économies et avec les petits moyens qu'on a, bah, on peut quand même se payer les voyages, partir et vivre comme on a envie parce on ne dépense plus dans le superflu et ça, c'est le cadeau du livre, en fait, dans nos sociétés ici. Si on change notre état de pensée, on n'est plus en train de courir après des obsessions des autres et donc on va mettre notre énergie pour réaliser nos rêves parce que, je sais pas si vous avez réalisé vos rêves d'enfant, mais le moment où on réalise un rêve d'enfant, il y a un truc qui se passe en nous qui est C'est sûr, extraordinaire c'est sûr. et ça, cette sensation, c'est du domaine du bonheur durable qu'on a en constance. Quelle leçon et alors j'entends déjà, des réflexions de gens qui vont nous dire: «Oui, mais alors ils travaillent en couple, du coup, il y a peut-être une gestion du temps, une gestion de l'emploi du temps qui est différente, donc voilà, ils n'ont pas des horaires très stricts dans des boulots qui sont évidemment très, Oui, mais ça, on l'a choisi, on s'est bien construit la sûr. vie qu'on voulait. Moi, quand j'étais enceinte et que quand je suis tombée enceinte, au Pérou et donc j'ai fait les 5 premiers mois avec une sage-femme péruvienne traditionnelle à manger la terre, à faire des cérémonies avec les cactus et cetera La et petite va bien? la petite est merveilleuse. Non, les cérémonies avec les cactus, quand j'étais enceinte, je plantais des cactus qui représentaient les épines de ma vie. Ah Voilà. d'accord, d'accord. La petite va très, très bien. Bon ça va. Mais quand on a expliqué aux gens: «Bah, voilà, maintenant on va rentrer», Mmh. bah, moi, on m'a dit: «OK, bah, faut que tu trouves un boulot d'un CDI dans une agence de com, tu vas retourner à la télé, puis bon, bah, voilà, Charlie va faire de l'intérim» et c'est en fait, nous, on s'est battus pour dire non. Eh oui. On va monter c'est là qu'on a monté notre agence, notre maison d'édition La Goutte Créative. On dit: «On va faire ce qu'on a envie». Or, on n'a pas gagné beaucoup de sous au début, mais suffisamment pour vivre. Puis comme on n'a pas besoin de beaucoup d'argent, au final, Mmh, mmh. on peut se permettre de courir après nos rêves. Et par contre, il y a des gens qui nous disent: «Mais comment vous faites? Voilà, vous vivez ensemble, vous travaillez ensemble», parce qu'on est tout le temps ensemble. Mmh. Ça pourrait aussi être un problème. C'est vrai. Ben, en fait, C'est d'ailleurs ce que beaucoup prétendent en disant le travailler en couple est sans doute un des trucs les plus difficiles. ouais, bah, testez le cercle de parole, vous Mais allez alors voir, c'est ça, c'est merveilleux. extraordinaire. Le coup du cercle de parole, je trouve ça génial. Et oui, parce qu'en plus, comme on n'a pas des horaires fixes, enfin, après nous, maintenant, on est calés sur les horaires de ma fille qui va à l'école, ça nous a donné une rigueur, mais pendant ces 3 premières années de vie, Mmh. on est tout le temps en train de travailler, il y a plus de limite entre la maison et le travail puisqu'on travaille pour nous. Donc c'est aussi, ça pourrait aussi être un frein à notre développement et en fait non. Mais la grande différence, c'est que pour nous, on travaille bon maintenant on redit travail parce qu'on s'est fait réhapper, mais on a beaucoup insisté quand mon enfant était petite pour lui dire, «On va œuvrer, on va créer». On disait pas: «On va travailler», parce que travailler, ça vient quand même de Tripaloum, la torture. En fait, c'est forcer quelqu'un à faire quelque chose qu'il a pas envie de faire. À la base, c'est ça quand même et nous, c'est pas notre cas. Enfin, nous, notre boulot, on dessine, on appelle des gens super bien, on écrit, enfin, c'est juste merveilleux et Dans vos on est Cévennes, au fin fond de la c'est forêt, ça et comme on ne dans les travaille que bois. pour des gens qui font du bien à l'humain ou à la planète, parce que c'est notre ligne directrice qu'on tient dans toutes les activités qu'on fait, que ce soit les ateliers d'écriture, l'agence de com, les livres et cetera. Tout est fait en France, enfin, on tient nos valeurs jusqu'au bout. En fait, il y a pas de dissonance entre ce qu'on Mmh. fait et ce qu'on crée Mmh. et ça, c'est pas si compliqué Et à il y a de l'amour. réaliser. Ouais, il y a beaucoup d'amour. Alors, voyons un petit peu parce que vraiment cet ouvrage, honnêtement, je trouve que ça, c'est peut-être c'est même un truc qu'on devrait avoir en permanence sur soi. Ouais, sur soi, pas forcément, mais qu'en tout cas, on devrait Non, mais dans faire ses lire affaires, à bah, oui. dans son sac, dans machin, à la pause de midi, boum, on en Mmh. ouvre une et puis on y va. C'est ça, ou faire lire à des jeunes en construction. Moi, mon rêve, ce serait que ces messages-là de simplicité et de connaître son mécanisme de pensée pour savoir quelle pensée va me faire faire quelle action, quel stimuli va me faire avoir quelle émotion. Et Mmh. ça, on devrait l'enseigner aux jeunes qui se contre si j'avais pu vivre cette expérience, bon, après tout est parfait comme c'est, mais si j'avais eu connaissance de ça, 17, 18 ans, quand je me construis, quand on est adolescent, qu'on se prend tout dans la tronche, qu'on comprend pas, qu'on se comprend pas et qu'on comprend pas le monde dans lequel on est, mais c'est un super cadeau à faire,
aux jeunes en construction, parce que ça pose des bonnes graines et ça vient contrebalancer un peu la société élitiste, compétition qu'on a nous. Mmh. C'est que de la collaboration. Sauf que j'ai quand même le sentiment que, il faut être accompagné quand même quand on lit un ouvrage comme ça, ou tout du moins quand on essaie de mettre en application cet ouvrage-là. C'est peut-être pour ça que vous devriez intervenir, Ouais. physiquement dans des immersions et dans Alors un moi, je accompagnement fais physique, oui. des conférences Mmh. et je fais aussi des résidences de création. Donc c'est là, je coupe les gens du monde. On part dans Ouais, mes c'est ça, Cévennes, je ouais. vous emmène chez nous. Et c'est 4 jours, vous avez le droit à votre téléphone, hein, moi je bloque rien. Mais on est juste à 20 minutes de route du premier magasin Ouais. et en fait, on reste là. Et je recrée ces conditions d'Inde où on est juste en train de créer. Et tous les soirs, on a un moment où chacun raconte ce qu'il est en train de faire et on fait de l'intelligence collective. Donc chacun dit, ah ben moi, je penserais ça à ta place, etc. Et le reste, on crée. Et pour ceux qui peuvent pas se déplacer ou qui ont pas envie de créer un projet, Mmh. il y a sur le site un autre site internet, moi j'ai traduit avec un autre maître qui s'appelle le docteur Choc, avec qui on a fait le livre de contes. Ouais, J'ai traduit des heures et faut m'en des heures parler. de méditation guidée en direct et c'est en gratuit, c'est sur YouTube et c'est sur le site. Et ça vient donc ça va être des méditations sur, la bienveillance, la compassion et ça complète un peu le livre. Alors il y a encore une fois, je me fais l'avocat du diable, mais quand il y a des pas des cercles de parole, mais quand on se retrouve en immersion, peut-être sur des week-ends comme ça, des week-ends spirituels, il y en a beaucoup, hein, Ah ça se oui, travaille à droite à gauche, bon. Hem, il y a beaucoup de gens qui sont en dehors de cette philosophie-là et qui me disent: «Oui, mais vous n'êtes entouré que de gens qui sont dans la même philosophie de vie que ce que ouais, vous allez vivre là, sur l'instant de l'immersion. Donc c'est facile parce que ouais. vous n'êtes qu'avec des gens bienveillants, qui sont dans cette dynamique-là, et qui recherchent la même chose que vous, qui, ont les mêmes besoins et qui ont, cette philosophie spirituelle, actée. Mais c'est pas ça la vraie vie. Ouais, mais c'est génial. Le Geshe, il répond à ça merveilleusement bien. En fait, ces expériences-là, transcendantes, initiatives, transformantes, quel que soit Ouais, le le mot qu'on terme? met dessus, en fait, c'est comme prendre un hélicoptère, OK, qui va vous monter au sommet de l'Everest. Bon, l'Everest, c'est sa tibétain, c'est sa référence, du Mont Blanc et que vous allez pouvoir voir la beauté de ce qu'il y a à voir quand on est au sommet. À la fin de l'expérience, quelle qu'elle soit, l'hélicoptère vous redescend et vous devez passer le reste de votre vie à remonter tout seul. Mais maintenant que vous savez ce qu'il y a à voir, en fait, ça donne un aperçu de ce que pourrait être le quotidien si on mettait en place. Alors, il y a 2 choses à faire, c'est lutter contre l'ignorance et lutter contre l'inaction. Qu'on soit pas dans l'action quand on ne sait pas, c'est normal. Mmh. Mais une fois qu'on a le savoir, par exemple, si vous lisez le livre, mais que vous décidez de rien mettre en place pour essayer de contrôler vos mécanismes de pensée, il va rien se passer. Le Geshe disait: «Personne ne peut vous tirer par le bras et vous emmener en enfer et personne peut vous prendre la main et vous tirer au paradis. Vous Mmh êtes le mh. responsable de cette démarche-là». Mmh. Et quand vous avez dit au début: «Oui, mais c'est parce que vous êtes entouré de gens comme ça». Mais à quoi ça sert d'aller s'entourer de gens qui vont venir nous activer nos boutons émotionnels et nous mettre en crise? Parce Est-ce que que ça passe pas involontairement aussi oui, mais par ce choix? involontairement oui, mais involontairement, dans la vie de tous les jours, vous êtes entouré de gens qui ne sont pas dans cette Bien sûr, démarche-là. C'est ça que je veux dire. oui. Mais alors après, on va pas vivre des expériences comme ça avec ces gens-là forcément. C'est sûr. Non, mais ce que je veux dire, c'est la mise en application dans la vie quotidienne, Mmh. c'est ça qui est parfois, Mais du coup, il faut voir les autres difficile. comme, un test. Mmh. Sur les méditations de la compassion, on commence par avoir la compassion pour soi, pour, sa maman, son papa, c'est facile et puis on finit par son voisin qu'on connaît pas et on va même plus loin par la dernière personne qui nous a vraiment blessés et on essaie de tirer, mais on repart toujours de notre zone de confort, là où c'est facile et ensuite on vient étirer jusqu'à la personne qui nous a fait le plus de mal dans notre vie. Parce qu'on arrive à avoir de la compassion pour cette personne-là. Mais aussi ce qui est intéressant, ce que je disais au début, c'est les 5. Dans ces huis clos-là, Mmh. on touche du doigt, on expérimente, tout nous fait sens et généralement quand on rentre chez nous, moi c'est ce que je dis après les résidences, vous allez voir votre élan d'écrire ou de créer, il diminue de 20 par jour, hein, c'est simple, hein. Une semaine après, si on l'a pas entretenu, il reste plus rien. Les 5 si vous emmenez 5 de ce que vous avez vécu avec vous et que vous vous engagez à pas rendre votre esprit malheureux et à cultiver ces 5 là, en fait ça va vous maintenir et 5 ça suffit largement pour initier la révolution interne qui amène au bonheur. Et c'est vraiment facile, moi, c'est le but. I Moi, je vis pas dans une grotte aujourd'hui, je suis pas en méditant, sans famille, sans personne, sans À stimuli, au manger des contraire. graines et Je passe 5 heures au téléphone, j'ai 20 personnes, je fais de l'accompagnement, j'en fais beaucoup de choses. Mais quel que soit le contexte, c'est facile de mettre juste ça, je fais la promesse de ne pas rendre mon esprit malheureux et même si on a une vie où on n'est pas d'accord, on n'aime pas son métier, où on a des relations complexes avec ses enfants, ses parents, nos compagnons, juste de reprendre sa responsabilité, de dire sur toute cette souffrance qui est autour de moi, il y a une partie qui s'appelle la souffrance immuable, c'est sur laquelle on ne peut pas agir. Mais l'autre partie, la souffrance sur laquelle je peux agir, bah, je me fais la promesse
d'essayer de ne pas développer ces pensées. Et parce qu'il m'a fait ça, et du coup, machin. Parce qu'après, on ressasse, on ressasse. Et comment on fait pour faire ça? La clé, c'est le moment présent. Et ça, je ne suis pas la seule à le dire, tout le monde le dit. Bien sûr, tout le monde parle de Parce que si vous vous débrouillez pour avoir un moment présent qui est heureux, donc se conditionner pour dire: «Eh ben, moi, j'étais un peu stressée de venir ici, OK, je vais prendre du plaisir, je me conditionne, quoi qu'il arrive, avec Marc, on va passer un bon moment et tant pis si je passe pas les bons messages et si je bug, ça va être cool». Si mon moment présent, il est heureux, il y a 99,9 % de chances que le moment d'après soit heureux. Et si le moment d'après est heureux, il y a 99,9 % de chances que le moment d'après soit heureux. Et en fait, on initie consciemment un cercle vertueux du bonheur. Et c'est super simple. J'aurais pu venir en me rangeant les angles, en me disant: «Ah, c'est terrible, un tremblant, là, je veux pas le faire, à suer». Ben, voilà, dans le taxi, j'ai médité, j'ai écouté ma musique qui me permet de me calmer, je me suis concentrée sur ma respiration, je me suis remis dans le moment présent, je serai pas là 2 fois dans ma vie avec vous, enfin. Et en fait, se représenter sur le moment présent ou trouver le truc qui vous bloque votre esprit. Moi, c'est créer quand vraiment j'ai des grosses crises de eh ben, je vais écrire, il faut que je prends un truc, je fais une tresse, je m'occupe de mes plantes, faire un truc avec mes mains, Mmh. ça se bloque sur ce que je suis en train de faire et du coup, ça coupe, en fait, le moulin des émotions négatives. Et ça, c'est gratuit, c'est facile à faire, il y a pas besoin d'un maître ou d'accompagnement. À chaque fois que votre esprit part dans des pensées négatives, ouh là, je suis en train de là, c'est moi qui est en train de nourrir le truc. Et le but du jeu, c'est de réduire le moment entre on est dans la pensée négative et le moment où on se dit: «Ouh là, je me suis mis dans une pensée négative». Des fois, ça va durer 4 jours et en fait, après, on arrive et moi, aujourd'hui, voilà, je suis à peu près un quart d'heure, on va dire, quand c'est des grosses vagues et le but ultime, comme disait le Geshe, ce qu'arrivent à faire les grands sages, Bouddha qui s'est réveillé, c'est d'anticiper en disant: «Ouh, je sens la vague qui monte, je vais pas» et du coup, ils vivent plus ces vagues-là. Mais bon, nous, humains, dans nos vies, Mmh. quotidiennes, déjà, si on arrive à réduire cet impact, le temps entre on se rend compte qu'on a été responsable de notre souffrance et le temps où on expérimente la souffrance, plus on le réduit, plus c'est gagné, en fait. Pouah, quelle leçon! Et ça devient une gymnastique, c'est comme conduire après. Vous réfléchissez plus à quel pied vous appuyez à quel moment, ça se fait tout seul dans votre cerveau. On réapprend à notre cerveau à penser. C'est génial. C'est une leçon, c'est une leçon. Je fais la promesse de ne jamais rendre mon esprit malheureux. C'est tout simple, c'est la clé. Non, mais voilà, je suis bluffé, par ce que vous dites parce que ce bonheur dont vous parlez et cheminer vers le bonheur, on a tout de suite, l'image, voilà, on se dit: «Ah ça y est, on va encore nous raconter un truc, ça y est, elle est en lévitation sur son nuage, Mmh. H24, complètement déconnectée de la life», parce que c'est ça en fait, Oui, hein, oui. on a tout de suite cette image, très, très péjorative et alors que ce sont ces petits riens-là, Mmh. qui vont évidemment faire toute la différence. Ouais. Et c'est ça que moi, le message que je veux montrer. Je suis pas extraordinaire, je suis pas bouddhiste, je médite pas tous les jours, je suis encore en proie avec toutes ces crises. Mais ces 5%, ils ont déjà changé ma vie et ça va au-delà parce que ça change la mienne, ça a eu un impact. Parce que la première fois que je suis rentrée d'Inde, j'étais exaltée, donc j'ai prêché. Évidemment, ça n'a pas du tout marché, quoi. Tout le monde s'est moqué de moi: «Ah là là, futur Bouddha, machin et tout». Mmh. La deuxième fois où je suis rentrée d'Inde, j'avais intégré qu'en fait, il faut pas prêcher, il faut incarner et avant, déjà, il faut se concentrer sur soi. Donc avant de vouloir diffuser aux gens, il faut l'appliquer à soi et donc j'ai rien dit et en fait, voilà, mes parents ont changé, des parts de leur vie. Mon père fait un potager, on fait des cercles de parole. Ma fille, enfin, je veux dire aux générations d'après, alors on va forcément laisser des traumas à ses enfants, je suis OK avec cette idée-là, OK? On a beau faire le mieux. Mais voilà, ma fille qui fait des cercles de parole, qui quand elle est énervée, se met en position lotus. Alors je sais pas si elle a compris ce qu'est la méditation, mais qui enfin, en fait, c'est ça, c'est comment mon bonheur peut rejaillir et ça commence que par moi, Sûr. sur les autres et pour les nouvelles générations. Bien sûr, Qu'ils non aient mais pas ça à c'est déconstruire comme moi j'ai eu besoin de le faire et plein d'autres gens, ou qu'ils soient pas perdus et qu'ils aient aussi des bonnes graines, bien sûr. rééquilibrées. Parce que dans nos sociétés, si je vous dis souffrance, on sait ce que c'est. Mais si je vous dis bonheur, on pense aux gens qui l'évitent comme ça, alors que c'est pas un truc qui est réservé, aux moines et aux bouddhistes et aux bouddhas et à tous les grands hommes des grandes religions. Mmh. Bon Non, c'est après un le truc bonheur, quotidien. effectivement, il y a plein de gens qui vont vous dire, c'est la famille, le bonheur c'est l'argent, le bonheur c'est, il y a tout ça aussi, hein, qui peut être pris en Mais ça y considération, hein, contribue bien sûr. dans leur définition du bonheur. Et oui, mais c'est une relation apaisée Oui, à oui. la famille, une Oui, c'est relation ça. apaisée à l'argent. Parce que vous avez beau avoir une famille et de l'argent, Oui, si la relation est pas apaisée, ça va pas être source de bonheur. on est Donc d'accord. c'est toujours de comment moi je vois l'extérieur. C'est là où on se dit: «Petit scarabée, tu as encore du chemin à parcourir». Alors celui qui vous dit être arrivé au bout du chemin, il peut Oui, on est recommencer, bien hein. d'accord. OK? C'est un Alors cheminement justement, vous permanent. parliez parce que tout ça, c'est aussi une question d'éducation, hein. Bah ouais. On est bien d'accord, et de philosophie de vie, en tout cas, et de là où on cherche le bonheur, alors qu'il est juste, en face de nous. Mmh. L'éducation et le fait peut-être de changer, les mentalités de
ou de faire évoluer les mentalités des tout petits et des plus grands aussi. Et vous y contribuez au travers de la BD. Enfin, c'est pas de la BD, c'est comment on décrit ça? Ce sont des petits ouvrages illustrés, Ouais, c'est des livres de contes des livres de contes. illustrés, donc il y a une page de texte, une page d'illustration pour les enfants à partir de 4 ans à peu près. Qu'est-ce qu'on y raconte? Alors, par exemple, sur celui-là, là, Le trésor de sagesse tibet? Bah, alors là, l'objectif, c'est de nos voyages, ramener les contes qu'on a pu récolter auprès, donc pour Tibet, du gouvernement tibétain en exil via le Docteur Choc et Ande de Nino Mironès, qui est un conteur populaire, Mmh. qui nous ont donné en fait les contes avec lesquels grandissent les enfants de ces générations, de ces pays-là. Et comme on disait, quand on voit des enfants tibétains qui n'ont rien, qui sont exilés, qui enfin, Incroyable. avec le sourire qu'ils ont, moi j'étais fascinée en disant: «Mais qu'est-ce que vous racontez à ces enfants, quoi? Pourquoi ils sont comme ça?» Moi, je vois les enfants chez nous, la glace elle est verte et pas rouge, c'est la crise, quoi. C'est vrai, Ma fille encore, elle me fait ça, c'est vrai, voilà, c'est vrai, c'est vrai. et donc on a commencé à collecter ces contes. Et donc sur Tibet, ça va être des valeurs, telles que karma, bienveillance, impermanence, qui vont être expliquées via l'outil du conte et de l'histoire très simple. C'est pour ça que ça marche bien pour les adultes aussi, parce que le relire sous ce vecteur-là, qui vont expliquer donc ces valeurs-là, Mmh. qui pour moi sont fondamentales d'une identité apaisée. Mmh. Et pour les Andes, là, on est sur toute la création du monde, donc de la Pachamama, Tahiti, tous les grands archétypes de la création de la planète, et ça va jusqu'à la kalpa du colibri. Et la kalpa, c'est la force intérieure. Et comment encourager chaque enfant à accepter sa différence, son unicité et à déposer sa force intérieure dans le monde. Et tout ça est illustré en famille puisque c'est votre C'est compagnon, toujours Chili Charlie, mon chéri, qui ouais, illustre ces qui dessins-là. illustre, tout ça avec, votre propre maison d'édition, C'est ça, La Goutte la Créative. goutte créative, parce que c'est Voilà, goutte après goutte, qu'on ouais, pourra changer. Et on il y a un pourra euro changer les par livre choses. qui est reversé à des associations sur les pays. Le but étant de faire circuler les savoirs et c'est des assos qui gardent la culture pour les enfants et Mmh. de leur permettre qu'elle ne disparaisse pas après. Je vais juste, ouvrir comme ça pour montrer, l'illustration que je trouve évidemment, très belle. On reste comme ça, moi, c'est bien. Parfait, pas de souci. Et voilà, donc ce travail en c'est du colibri, hein? Ouais, C'est-à-dire que voilà, chacun y met, sa petite touche, sa petite griffe pour changer les choses peut-être. c'est ça. Et puis essayer de décrire une planète sans trop la détruire. Ceci dit, comment vous voyagez? Bah, là, on a voyagé en avion et là, ça a été compliqué. Mais on a été au maximum du visa qu'on pouvait faire. On est resté 2 mois, en renouvelant un visa. Ah non, mais là, ça a été c'est parce qu'on n'avait pas pris l'avion depuis 4 ans, quoi. On a pris cet avion-là. Bon, Mais c'est oui, ça aussi, évidemment. c'est une vraie question. Mais c'est très compliqué. Alors c'est pareil, c'est très compliqué de pas laisser d'empreinte, on est d'accord. Bien sûr, Mais soit on va se cruéliser avec ça et on se dit: «Ah mais non, ce sera pas assez», soit on essaie juste de faire ce qui est OK, pour nous. bien sûr. Et encore une fois, là, l'endroit au-delà des transports et de l'empreinte qu'on laisse, c'est où est-ce qu'on met son argent, à qui on achète, quel circuit on favorise. Mmh. Et rien que ça change pas grand-chose dans nos habitudes et ça permet de faire une grande différence. Est-ce que vous êtes toujours en contact avec le Guetché? Bah, je lui ai envoyé un mail il y a pas très longtemps parce que j'ai justement des amis d'une asso qu'on soutient qui va là-bas, donc ils ont pris le livre pour lui donner en version française Mmh. et que je puisse récupérer les livres en version anglaise et tibétaine que j'ai écrits avec lui. Il parle un peu français? Non, Non, pas du tout. non, 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 il parle anglais, très, très bien anglais. Mais c'est quelqu'un de très drôle, hein. Moi, je vous encourage à taper son nom et regarder ce qu'il a fait comme, vidéo sur internet parce qu'il a une manière de faire passer le message qui est extraordinaire. Et il est très rigolo. Est-ce que vous avez fait des Je me pose toujours cette question parce que encore une fois, je répète, quand on parle de Sciences Po, de la communication, Mmh. publique, quand on est dans un gros groupe de médias pendant des années et qu'on chemine tel que vous êtes là aujourd'hui, parce que vous êtes aux antipodes de ce qu'on vous a Ah bah appris oui. quand même, hein, pour le coup. Est-ce que vous avez fait un travail pour essayer de savoir, d'où vous vient cette volonté de cette philosophie de vie? Est-ce que vous êtes remonté, je sais pas, faire parce que des hypnoses régressives ou des choses comme ça pour aller Non. rechercher sur du transgénérationnel honnêtement? Ça vous parle pas du tout ça? Non, 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 moi j'ai été explorer mes lignées et cetera, mais sous d'autres, thématiques, thérapeutiques. Mais je pense qu'en fait L'ayahuasca et tout ça, vous avez, hein, ouais, testé toutes ces choses-là, hein? Au ouais, Pérou ouais. notamment? Ouais, ouais, ouais. Ouais, Ça, c'est une autre grande histoire, mais du coup, je pense que j'ai toujours eu cet attrait puisque je voulais être journaliste, j'ai toujours voulu comprendre et décrire le monde et du coup, bah, grâce à Sciences Po et les études enfin, le travail que j'ai fait à M6, en fait, j'ai compris comment la relation, stimuli à l'écran et action se mettait en place ou stimuli vocal via les discours et action qui est le vote ou l'implication politique derrière se mettait en place. Donc j'ai commencé par ça. Une fois que j'ai compris, je me suis dit: «OK, ça m'intéresse pas trop de l'utiliser comme ça», mais aujourd'hui, je l'utilise dans mes conférences, je mmh, l'utilise dans mes livres. Toutes les techniques qu'on nous a appris, de la seringue hypodermique, de l'agenda médiatique, de comment je le fais, mais sauf qu'au lieu de vous vendre, un aspirateur ou une nouvelle voiture, je vais vous vendre la notion de bonheur et un livre accessoirement. Mais, c'est en fait, ça m'a donné les outils
J'ai décidé de pas mettre de pas les utiliser dans ce sens-là, mais j'ai gardé les Mmh. outils pour les utiliser dans autre chose. C'est ça. Et après pour tout ce qui est régression, bah, en fait bon, c'est un peu une longue histoire, mais moi je voulais pas d'enfant, je voulais pas être maman, je voulais pas m'engager, je voulais pas de couple. Et mon chéri, c'était pareil. Donc quand on était meilleurs amis, on s'est mis ensemble au bout de quand j'étais enceinte, donc 5 ans après s'être rencontrés. Et donc on vivait cette relation complètement détachée et incapable de s'engager, de faire responsabilité. Et là, pour le coup, c'est le chamanisme, péruvien avec l'ayahuasca, le wachuma, la lignée qu'on a eue. Parce que là-bas, moi, je traduisais les chamans, en sortie de session. Donc j'ai traduit plus de 200 voyages de personnes avant de moi prendre pour la première fois. Ah ouais. Et du coup, dans mes expériences, dans mes voyages à moi, j'ai été soigner le pourquoi je refusais de faire famille, pourquoi je pouvais pas m'engager, pourquoi je n'osais pas lui avouer mes sentiments profonds, pourquoi je voulais pas d'enfant. Et j'ai été déconstruire ça jusqu'à ce qu'à la dernière session, la plante m'a dit: «Attention, fertilité, fertilité», et 3 semaines après, je tombais enceinte. Waouh! Donc la plante nous a donné un bébé, la guérison a été pareil dans l'expérimentation concrète de ce que ça Mmh. peut être derrière, et Mmh. on a fait famille depuis, et c'est la meilleure décision parce que tout La se plante nous découle. a donné bébé et on a fait famille depuis. Personne ne parle comme ça, hein. Ouais. Non, c'était un C'est peu, beau, c'est beau! Je trouve ça et c'est le beau. prochain livre qui sort en BD sur, comment les Voilà. plantes d'ayahuasca, Je rappelle que l'ayahuasca en France est interdit, complètement. hein, on est d'accord? Et que ceux qui veulent expérimenter ce genre de choses, il faut être évidemment très, très bien encadré et savoir C'est où le aussi un faire des et avec messages, qui. parce que ça aussi, ça a été utilisé. Venez chercher le trip. Oui, bien sûr. Alors moi, je peux le dire, hein, face caméra, si vous y allez avec les mauvaises intentions, ça va pas forcément bien se passer. Mmh. Soyez accompagnés, choisissez la personne qui vous fait passer du temps chez elle avant, développez le lien de confiance et payez pas pour Mmh. y aller. Oui, parce Vraiment, il y c'est a du important, tourisme, totalement. Mais spirituel comme tout on est dit. Mais bien utilisé. sûr, mais bien sûr, bien sûr, clairement. En tout cas, tous ceux qui ont expérimenté reviennent différents, Mmh. Mais beaucoup. c'était l'expérience en Inde a été aussi transformante que, et d'ailleurs, je suis très contente d'avoir vécu ça avant, Mmh. en Lordre, parce que tous ces outils de respiration, d'ancrage au moment présent pour comprendre comment on fonctionne, ça nous a été bien utile dans les expériences, péruviennes aussi. Un petit mot, Mathieu Ricard qui a préfacé le livre. Mathieu Ricard, c'est un grand ami du Geshe, Voilà. puisqu'il était interprète, français du Dalaï Lama pendant que le Geshe était interprète anglais du Dalaï Lama. Donc ils ont voyagé, je pense une bonne dizaine d'années, tous les 3 ensemble, et donc j'y suis allée un peu au culot comme, souvent dans ma vie. J'ai envoyé le manuscrit, et au début, la secrétaire m'a dit que non, et puis 6 mois après, j'ai reçu un mail: «Ah, j'avais pas vu que c'était le Geshe, évidemment», et en plus, non seulement il a fait la préface, mais il a aussi accepté de relire le livre, parce que quand je me suis traduit, c'était quand même 5 ans après de l'anglais au français, et les termes anglais sont un peu spécifiques, Eh oui. et donc il a accepté de porter un point de vigilance sur, la traduction et la qualité de ce que j'avais fait, donc ce qui m'a moi aussi aidé à porter le message plus haut en me disant: «Bon, OK, je c'est OK en anglais, c'est OK en français». Bravo. Merci. Non, bravo. Cheminer vers le bonheur avec Bouddha. On n'aurait même pas, enfin, là, c'est l'enseignement de Bouddha, mais on aurait pu, le titre aurait pu s'arrêter là. Je suis ô combien d'accord avec vous. Cheminer vers le bonheur. Point. Voilà, la référence à Bouddha, c'est parce que le Geshe Lakdor est bouddhiste Bien sûr. et que ses enseignements prennent la source dans les textes de Bouddha, mais dans le livre, vous n'avez aucun texte de Bouddha. Il n'y a aucune référence à un texte, bouddhiste compliqué. C'est en fait l'essence de ce que ça a Bien donné, sûr. adapté à nous. C'est passionnant. Les clés du bonheur durable, évidemment. Les cercles de parole avec le petit bâton qui va bien. Peut-être que je vais instaurer ça très vite. Et voilà. Et tout ça est travaillé avec les enseignements de ce grand maître qui a une bonne bouille. Hein, pardon de l'expression un peu triviale, mais il a une bonne tête, je trouve. Ah ouais, puis son Il a discours est une aussi tête de rond gentil, et je trouve. jovial que sa tête, c'est absolument Exactement. merveilleux. Merci infiniment, Charlotte. Tout ça, c'est aux éditions Animae. Les petits contes, c'est en auto-édition, en tout cas avec la goutte créative. Ouais. Hop là, je mets ça dans le bon sens. Ne bouge pas, on reste comme ça, tout va bien. Et puis, il y a celui-là aussi. Ça, c'est le Le carnet livre. de voyage qui raconte, les 2 fois 6 mois en Inde, et du coup, c'est vraiment comment j'ai vécu tous ces enseignements et ces expériences, mais sans avoir le recul que j'ai aujourd'hui dessus. Donc c'est plonger dans la reconstruction d'une Européenne. Bon, et le prochain voyage? Ah là, on a fait Bali cette année, donc on va déjà écrire les livres sur le Pérou et Bali, et Ouais. puis ensuite, soit le Pérou pour montrer à ma fille où elle a décidé de venir s'incarner. Ouais. La Grèce, ça nous dit bien, les Balkans aussi, parce qu'on a un petit camion, donc pourquoi pas Ça va la passer vie, quoi. Tout 4-5 va mois bien. là-bas. Bah ouais, tout va Ouais, bien, tout on va est bien. très heureux. Et si vous aviez à choisir un autre pays que la France, vous iriez où?
J'ai envie de vous dire n'importe lequel, dans la mesure où partout ce sera bien, sauf des pays qui vont venir me faire marcher mes stimuli, donc et hyper autour de la consommation, comme les États-Unis, c'est compliqué. Des pays où on est en danger de guerre, Évidemment, et en danger de mort imminent, non. bien sûr. Mais je pense que le challenge, c'est d'ouvrir la carte et de se dire: «Pourquoi pas n'importe où?» En tout cas, oui, de tous ceux que vous avez fait entre l'Irlande, l'Inde, le Pérou, Bali, J'ai fait toute l'Amérique centrale aussi, hein, l'Amérique pendant centrale, cinq ouais. six mois, ouais. Le Mexique, ça nous plaît. Bah, après on se fie un peu, on se laisse bouger par le vent. On a Au des gré amis du qui vent. vivent au Mexique, on ira peut-être les voir. C'est Bon, pas trop mettre de mental dans la décision puisque partout il y a des beaux messages à récupérer. bon, c'est papa qui garde bébé? Ah non, il vient avec nous sur les voyages. Non, mais là, Ah là, non, c'est Charlie qui c'est garde, Charlie qui garde ah ouais, ouais, bébé? ouais, bien Bah oui. sûr, ouais. C'est un bon papa? C'est un excellent papa. Ah super, C'est le meilleur des papas c'est vrai. et c'est pour ça qu'on a fait Je suis famille. pas sûr que ce soit le meilleur parce que je suis pas mal aussi moi, mais Alors c'est le meilleur des papas pour ma fille. pour votre fille et c'est bien normal évidemment. Merci Charlotte. Merci à vous. Merci infiniment, C'était un c'était super moment. passionnant. Cheminer, hein, et vers le bonheur, c'est tout ce que l'on vous souhaite évidemment. Merci aux éditions Animae, le groupe Le Duc, que l'on salue et merci pour ce partenariat et pour ces si belles rencontres. C'est fascinant. Vous commentez avec bienveillance comme toujours, vous partagez et on se retrouve très vite pour une prochaine rencontre. Salut.